Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je vous invite aujourd'hui dans une interview ensoleillée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Manon Pernalon. Dans sa tête, ça va à 1000 à l'heure avec environ 15 idées à la seconde, donc je pense que l'interview va être dynamique avec quelques rebondissements. Manon est sortie de l'école vétérinaire de Lyon en 2018 et après un internat en canine à Lyon, ses 2 premières années de travail ont été remplies de découvertes et non des moindres. Découverte de la vie de maman, découverte de la vie de couple, découverte de la vie de veto et découverte de ses allergies aux chiens et aux chats après sa première grossesse. Le tout saupoudré de pandémie. Manon a frôlé le burn-out ces 2 premières années, mais notamment grâce à sa jument, elle a réussi à se ressaisir et à prendre du recul, comme elle dit. Et aujourd'hui, son travail l'anime. Elle a d'ailleurs le projet de s'associer en 2025 et de prendre le rôle de manager dans la clinique où elle travaille, près d'Alès. Un des fils rouges de la vie de Manon, c'est la recherche de l'amélioration continue. Améliorer la santé de ses patients, améliorer la gestion de sa clinique, proposer des innovations, des nouveaux services. Et dans sa vie personnelle, Manon ne s'ennuie pas non plus puisqu'elle a 2 enfants, un bébé magique et un bébé plénitude, comme elle les appelle, 3 chiens, 2 chats, 4 chèvres, un poney et un cheval. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait de son temps libre, elle a répondu « Quel temps libre ?» Alors, avec ce que je viens de vous décrire, vous pouvez peut-être l'imaginer. Un des défis de Manon, c'est de réussir à maintenir un équilibre entre le temps et l'énergie qu'elle passe dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Une dernière chose qui me semble importante à savoir sur Manon avant de commencer cette interview, c'est qu'elle est la vétérinaire d'une star. Et la fangirl en moi prendra bien sûr le soin de la questionner à ce sujet au cours de l'interview. Sans plus tarder, je fais place à l'invité du jour. Bonjour Manon et bienvenue sur Veto Micro. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Alors du coup, notre première question traditionnelle qu'on aime poser ici, c'est sur l'envie, cette envie de devenir vétérinaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie à toi de te lancer dans ce métier ? Je sais pas si c'est une réponse classique, mais moi, j'ai toujours voulu faire ça. Pour moi, il y avait rien d'autre. Et c'était même une angoisse, en fait, parce que quand j'étais étudiante en prépa et qu'il y avait le concours qui allait arriver, pour moi, si je loupais veto, en fait, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie ? Parce que j'ai aucun souvenir d'avoir voulu faire autre chose. Alors pourquoi veto, je sais pas. C'est sûr qu'il y a l'amour de l'animal et ça c'est sûr et certain. Au final, je me rends compte, mais peut-être comment dire, est-ce que je le savais à l'époque ? Je sais pas, mais je me rends compte que j'adore le soin en fait. À la fois le soin même psychologique du propriétaire, mais le soin de l'animal et son soin médical, son soin presque émotionnel aussi parce qu'il est stressé et parce qu'il a ses propres émotions. Mais il y avait un escargot qui avait une coquille cassée à la maison, j'étais petite, il fallait que je trouve une solution pour le réparer. Et en fait, oui, c'est depuis toujours. Moi, j'ai jamais eu cette envie-là de faire autre chose. Et c'était vraiment une vraie angoisse, quoi. À l'époque, avant de réussir mon concours, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je fais pas veto? Bon, ouf, j'ai eu veto, ça va, ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai eu la chance. Enfin, moi, quand j'ai eu mon résultat de mon concours, je me souviens de cette émotion qui me fait des frissons là maintenant, mais cette émotion où je fonds en larmes, quoi. Il y a tout, et là je me dis mais en fait j'ai les résultats de l'écrit. Je me rends compte que c'est possible de réussir l'oral, plus que possible normalement. Normalement, à moins qu'il y ait un tsunami, je vais réussir l'oral vu la place que j'avais aux écrits. Et en fait, là je me dis waouh, maintenant et là je me dis mais attends, tu vas aller dans quelle école? Enfin en fait là ce qui était
clairement inaccessible et intouchable, ben ça devient touchable ce jour-là. Je vais devenir veto. Alors là, les émotions, c'était puissance 1000. Voilà. Donc voilà pourquoi veto. Ouais, c'était une passion d'enfant et Oui. une évidence qui a causé, j'entends, hein, qui a causé de l'angoisse de putain, si j'ai pas mon évidence, je fais quoi d'autre? Exactement. Mais du coup, la joie et l'émotion, comme tu dis, au moment Ouais. de voir que l'évidence, elle peut se concrétiser. Ouais. T'étais classée combien, tu te souviens à peu près? Ou précisément? Oui. Ben, je crois qu'à la fin des écrits, j'étais 24e. Ouais, Donc en OK. fait, c'était pas possible que je crois que c'était 24, hein, moi, dans les 30 premiers, c'est sûr. Mais c'était pas possible, il fallait vraiment j'avais regardé les stats, j'avais regardé Ouais. combien il fallait que j'ai de notes en moyenne à l'oral pour pas l'avoir, en fait, et il fallait que j'ai moins de 8, enfin voilà, pour vraiment chuter de 400 places, il fallait que j'ai moins de 8 à l'oral et dans toutes les matières. Enfin bref, normalement, ça aurait pas été possible, quoi. Je crois que Ouais. c'était un 7. Bon. Et là, je me suis dit: «Waouh, mais je vais y arriver». Enfin, waouh, mais je vais vraiment y arriver. Après, je sais que j'ai travaillé pour, mais en fait, on n'y croit toujours pas, quoi. On sait qu'on travaille pour, mais tant qu'on n'est pas préparé, tant qu'on n'a pas ces résultats-là, enfin, Quand t'es 24e, j'imagine bien qu'il y a une part de toi qui dit OK, là, sauf contre-performance, comme oui, tu c'est dis, ça. tsunami, ça va bien se passer. Et en même temps, je trouve ça intéressant et ça parle probablement de toi. T'es quand même allé regarder les stats pour regarder. Oui. Il faudrait que tu te foires combien. Je C'est trouve ça, ça complètement. intéressant. Il fallait que à ce moment-là, il fallait que presque je me rassure et que je me dise: «Mais oui, en fait, tu vas y arriver maintenant. Normalement, tu vas y arriver». Et si tu veux, j'avais fait le choix, mais ça pareil, ça fait partie un peu de moi, mais j'avais fait le choix quand, je passe mon bac, bon, bah, tout va bien. J'avais fait le choix de, rester dans une prépa à côté de mes parents, en fait, OK. d'avoir ce noyau familial. J'ai pas été dans des grandes prépas, j'ai pas fait, les prépas parisiennes, les grosses prépas lyonnaises et cetera, et j'aurais pu sur mes résultats. Mais en fait, je suis restée à Nîmes, j'ai été à Dalzon. Ce choix-là, je l'ai fait en me disant que je serais à côté de mes proches et que ils avaient un rôle énorme dans ma vie et qu'ils me soutiendraient sur cette période de la prépa. Et cette prépa, elle avait jamais intégré personne sans redoubler. Donc, en 3 et demi, personne n'avait jamais intégré. Et elle avait OK. quoi? 4 ans, elle était 4 ou 5 ans, elle était «neuve» entre guillemets, cette prépa. Ouais. Et du coup, moi, avec mon humilité, j'allais pas être celle qui allait intégrer sans faire de 5 demi. Donc en fait, dans ma tête, je vais au concours en disant: «Cette année, je m'entraîne. L'année prochaine, Ouais. j'intègre veto». Et donc en fait, quand j'ai cette évidence-là qui me tombe dessus sur les chiffres, waouh, je suis 24e au niveau national. Et ben en fait, je me souviens qu'en fait, je prends mon téléphone et que j'appelle ma prof et que je fonds en larmes. Mais en fait, je pense qu'elle a cru qu'il y avait un souci tellement que j'étais inaudible dans mes paroles, quoi. Mais non, j'étais là et je sais que mes profs ils ont eu un côté, de toute manière, il y a pas que moi, il y a vraiment ma famille, et mes profs qui ont fait que j'ai eu ce résultat-là. Certes, j'ai Mmh. travaillé, mais c'était cet environnement, hein, qui m'a permis Bien sûr. d'avoir ces résultats, ça, j'en suis sûre. Donc ce choix-là, je l'ai 1000 fois pas regretté. Je suis OK. restée, alors j'étais quand même à l'internat, mais je rentrais tous les week-ends et ils étaient à 20 minutes une demi-heure, quoi, Ouais, de trop moi. bien. Et donc, Ouais. tu as été la première ou vous étiez plusieurs cette année-là à réussir en 3 demi? J'avais été la première, non, je j'ai peur de dire une bêtise, mais non, j'avais été la première à intégrer en 3 demi veto, de cette Waouh! prépa. Donc oui, après, enfin, ouais, j'avais beaucoup d'humilité. Pour moi, tant qu'on intégrait tous veto, c'était ce qui comptait, quoi, mais Oui. voilà. Et on est sur des cerveaux brillants, quoi qu'on en dise, même si quand on est 500e, on se sent moins brillant que la 24e. En tout cas, Oui, je alors peux que c'est imaginer, pas mais quand même, on reste. Moi, je vois que j'ai quand même un petit côté, oh, waouh, 30 premiers, première personne à oui, intégrer de sa prépa. alors Mais bon, Oui, c'est alors que chouette. moi, pour moi, vraiment, et ça, je le pense sincèrement, je peut-être que aussi, enfin, ça reste un concours, c'est sur un one shot. Est-ce que j'ai eu de la chance Ouais. sur les écrits, enfin, sur les sujets qui ont été proposés? C'était des sujets qui me parlaient. Alors certes, Oui, hein, on a travaillé, il y a pas que de la chance, mais bien sûr. je pense pas, pour avoir été dans mes promos, enfin, dans ma promo de prépa, être spécialement, enfin, voilà, je suis normale, quoi. Je suis plus que j'ai travaillé, j'ai eu de la chance aussi, mais après, Ouais. on s'est quand même enfermé 3 semaines de révision. En fait, c'est ce qui a fait que j'ai réussi et j'en suis persuadée. Sur les conseils des profs, après ces 2 ans de labour intense, on s'est enfermé 3 semaines, en fait, et moi, je me suis mise dans une maison à Valrogue, dans les Cévennes, et Mmh. j'avais pas de réseau de téléphone. Pendant 3 semaines, on a fait un planning sur les conseils des profs à nouveau. Sur 3 semaines, j'ai revu 2 ans de cours.
Il y a pas un chapitre que j'ai pas lu et en fait, matin, midi et soir de 7h30 du réveil jusqu'à je crois qu'on a arrêté à 21h. Toutes nos minutes étaient, chronométrées et en fait, on était 3 copines. On est parties, s'enfermer là-bas. On a bachoté pendant 3 semaines et je suis sûre et certaine, je suis arrivée aux écrits, j'avais revu vraiment 2 ans de prépa et ça, c'était sur les conseils des profs. Et après, pareil, mes parents, ils avaient été, je me souviens qu'ils nous amenaient 2 fois par semaine des livraisons de bouffe congelée, de plats préparés qu'ils avaient fait. Et en fait, voilà, on s'est mis en mode machine et c'est vrai que moi, ça a payé pour moi et que c'était fantastique. Mais ouais, Trop bien. j'étais Bravo. waouh. Mais oui, tout le monde tout le monde a, quand on est à ce niveau, de toute manière, ceux qui n'ont pas intégré en 3 nuits, qui voulaient le veto, l'année dernière, l'année qui avait suivi, pardon, ils l'ont tous eu aussi. Donc, c'est pas. Ouais, des fois, il faut persévérer, hein. Moi, j'ai intégré en Ah bah 5 oui. demi. Je me sens pas moins brillante ou moins Ah mais vétérinaire complètement. parce que je l'ai pas eu du premier coup. Ah oui, mais complètement. Et puis il y a d'autres manières aussi de l'avoir, donc Bien voilà, sûr, non, carrément. c'est pas ça qui fait qu'on est bon vétérinaire ou pas. Et je pense loin de là, parce que j'aurais pu être 30e. J'espère être bonne vétérinaire, mais j'aurais pu être 30e aux écrits et au final être très nulle vétérinaire dans ma pratique. Donc j'espère que c'est pas le cas, mais non, je pense pas que ce soit le cas. Mais c'est pas cet examen-là qui fait qui on est après en tant que véto, hein. C'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça te fait quand tu arrives à l'école? Parce que du coup, tu réalises le rêve. Le rêve, il est pas Ouais, encore concrétisé dans le sens où t'as pas ouais. encore un diplôme de docteur vétérinaire, mais quand même, tu rentres dans l'école et là, encore une fois, sauf grosse contre-performance ou totale erreur de parcours, tu sais que tu vas l'avoir. Comment tu vis cette arrivée à l'école? Ah en fait, waouh! Ce jour, je me souviens, hein, de toute manière, on a fait les dossiers pour aller à la résidence du Crous. Donc mon papa m'amène et en fait, tu sais, je voyais le GPS et le GPS qui mettait les kilomètres, les kilomètres, les kilomètres Mmh. et en fait, plus j'avançais je vais repleurer, mais plus j'avançais, plus je sentais que ça montait, ça montait, ça montait. Il m'a mis devant Vet AgroSup et là, mais laisse tomber quoi, le tsunami au niveau des yeux et waouh, c'était l'école véto de Lyon et c'était fantastique et ouais, des émotions énormes, vraiment énormissimes. C'était enfin, moi, c'était vraiment un rêve, j'allais être véto et j'allais vivre la vie dont j'avais rêvé depuis toujours. Mmh. Cette émotion-là, je la garde vraiment ancrée en moi de manière Heu, indéfinie, je pense, je l'oublierai jamais. Le fait d'arriver devant l'école, de voir ce panneau et de me dire: «Tu y es». Et puis, ouais, moi j'ai 20 ans, je vais vivre sans ma famille pour le coup, ça y est, c'est le grand départ. J'arrive à Ouais, 300 kilomètres, j'avais jamais fait ça. ouais, Alors oui, j'avais mon petit appartement, c'est très b enfin, dans la résidence, de la prépa, mais là, ça y est, je suis à 300 kilomètres, je suis seule. ouais, Hem, mais j'y suis et ça avait pas de prix, quoi. Ça avait pas de prix. trop bien. Mmh. Et une fois que tu as eu cette émotion, incroyable et cette arrivée et cette première visualisation dans la matière de Mmh mh. l'école et de ton appartement, tout ça, comment tu vis les années d'études, en fait? Parce qu'il y a quand même possiblement un écart entre tout ce que tu as imaginé que ce Oui. serait et ce que c'est vraiment et je suis curieuse que tu nous dises, toi, c'est quoi ton vécu de l'école véto, finalement? De manière générale, bonne. Après, en fait, moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon côté où j'avais été assez «maternée» entre guillemets, à la fois en prépa et à la fois, j'étais proche de ma famille, Ouais. les cours me plaisaient pas trop et pour le coup, ça, c'est pourquoi? Parce que c'est les cours d'amphi. Les cours d'amphi où tu es noyé dans la masse, Mmh. tout ce qui était, cours, j'avais beaucoup de mal à accrocher. Bon, de toute manière, on savait qu'on n'y allait pas forcément en cours d'ailleurs, mais ça, on le vit tous. Mais ouais, les cours, je justement, j'avais du mal à accrocher. Quand j'étais, en plein milieu de l'amphi, j'avais vraiment du mal à me sentir, en fait, réussir à garder cette attention qu'en prépa, pour le coup, j'avais tout le temps et ce qui me permettait d'être tout le temps, je sais que quand j'étais en cours, je donnais toute mon attention et j'avais cette capacité de mémorisation. En amphi, c'était impossible. Donc ça, c'était moins agréable. Mais au final, de manière générale, j'ai quand même très bien vécu l'école. Ça reste des bons souvenirs Ouais. avec des rencontres que je garderai aussi toute ma vie, des amitiés que je garderai, toute ma vie et qui me lâcheront jamais. Et après, il y a aussi l'entrée en clinique, les groupes de clinique. C'est là où je m'étais vraiment plus régalée. Alors avec des fois des difficultés, de toute manière, on le sait. Là, on est confronté déjà au médical, on est confronté déjà à des services. C'est comme, moi, je faisais le parallèle, tu sais, à l'époque, je lisais, Vite Carabin,
Mmh. Oui. L'interne qui faisait une BD sur le SAMU, sur en un humain, et des fois je faisais le parallèle avec les difficultés qu'il rencontrait et nous les difficultés qu'on pouvait rencontrer à l'école véto, et ça me parlait. Mais je m'entendais bien de manière générale avec tout le monde, enfin les profs, les propriétaires. Bon, au début on est en troisième année, on les approche de loin, mais après les animaux, etc. Non, après ça m'a plu. Les techniciens, les profs, tout ça, j'en garde des bons souvenirs et c'est des gens qui ont participé à la véto que je suis aujourd'hui. Donc, non, l'école véto de Lyon, il y a eu des difficultés après, à un moment donné, quand ça viendra plus tard sûrement dans l'interview. Ouais. Mais ces difficultés-là que j'ai rencontrées après, donc à la fin, j'en fais complètement. J'arrive à les dissocier complètement des souvenirs d'étudiante. OK. Voilà. Donc étudiante, je me suis régalée. Ouais. Trop bien. Ouais. Peut-être que ça peut être une bonne transition finalement pour dire Ouais. de quelle difficulté tu parles. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Manon? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah, il y a eu une très grosse difficulté. Non, il y a eu un imprévu en fait. L'imprévu, c'est que je suis tombée enceinte et ça, c'était pendant l'internat. C'était clairement un bébé surprise parce que je vivais pas avec le papa. Et que en fait, ce jour-là, je m'ennuie, je suis interne, il y a pas d'animaux, on est en salle d'imagerie et l'histoire complète, c'est qu'on est mardi, je montre aux étudiants ce que c'est un rein d'humain, qui ressemble pas du tout à un rein de chien, et si je voyais un rein de chien qui ressemble à un rein d'humain, je paniquerais, et je montre ça et du coup, on rigole, moi je suis interne et je descends un petit peu et en fait, je tombe sur ce qui me semble être un utérus et je dis: «Mais c'est quoi? Je suis pas censée avoir un utérus». Enfin, on voit pas un utérus normalement sur une femme. Alors je sais que je suis fine, mais quand même. Et ça me travaille, j'en parle le soir même avec mon compagnon, mais on vit pas ensemble. Je dis: «Écoute Thibaut, j'ai un souci, j'ai l'impression d'avoir vu un utérus». Et il me dit: «Mais Manon, on va faire un test de grossesse». Je dis: «Ouais, d'accord. Ouais, ouais». Et le lendemain, donc ça c'était le mercredi quand on avait passé notre mercredi ensemble, et le jeudi, à un moment donné, je me dis: «Bah allez Manon, enferme-toi et regarde, va voir pour de vrai». Parce que du coup, devant tout le monde, je dis: «C'est bizarre, mais je sais pas». Et j'appuie avec l'échographe sur la sonde sur mon ventre et là, il y a un petit cœur qui bat. Mmh. Et là, ça a été waouh! Là, pour le coup, ça a été des très grosses émotions aussi, mais catastrophiques, en fait, parce que, j'étais pas prête, en fait, tout simplement. Après, Ouais. à l'heure d'aujourd'hui, c'est une superbe chose, mais ce jour-là, c'était vraiment très anxiogène. J'appelle le papa qui me dit: «Qu'est-ce qui t'arrive?» «Ah faut qu'on parle». Hem Il s'appelle et comment le papa? c'est Thibaut, du coup. Thibaut. Ouais. Et du coup, ouais, je l'appelle et il me dit: «Je suis occupé, qu'est-ce qu'il y a?» «Beh, en fait, je sais que je lui dis: «Il faut que j'aille à l'hôpital». Et il me dit: «Mais qu'est-ce qu'il y a?» Je dis: «Je suis enceinte, je crois que je suis enceinte. Il y a un cœur qui bat, il y a un cœur qui bat», parce que j'ai vu un petit cœur. Il faisait Mmh. 6 millimètres, le petit cœur. Enfin, le petit haricot vert. J'avais mesuré avec l'échographe. Ah ouais. J'appelle une autre copine, ma poulotte, et ma poulotte, je l'appelle, je suis en larmes, elle me dit: «Qu'est-ce qu'il y a, mon ancienne?» Et je dis: «Je crois que je suis enceinte, va me chercher un test de grossesse». On s'enferme dans la salle des internes. Je fais pipi. 2 barres. Ah super, je suis enceinte. En tout cas, en fait, ça rentrait même pas dans ma tête ce jour-là. Parce que j'appelle le gynéco. Pour la petite histoire même, en fait, j'avais eu des nodules dans les seins. Je pensais que j'avais peut-être, enfin, je m'étais inquiétée. J'avais pris rendez-vous chez un gynéco. Bon, maintenant, je sais à quoi ils étaient dus, ces nodules. Enfin, mais j'ai toujours pas percuté à ce moment-là. J'appelle le gynéco. Mmh. Je tombe sur la dame, la standardiste, et je lui dis: j'ai un souci. J'ai vu un cœur je suis véto. J'ai vu un cœur dans mon ventre. J'ai fait pipi sur un test de grossesse, il est positif. Est-ce qu'il faut que je fasse une prise de sang? Qu'est-ce qui se passe?» Enfin, alors le truc qui, a posteriori, mais en fait, je ne comprends pas trop. Et elle me dit: «Mais madame, je crois que vous êtes enceinte». Et là, je dis: «Bah oui, d'accord, mais» bon, elle me met un rendez-vous le lendemain, on y va avec le papa, mais on y va vraiment en étant complètement déconnectés, quoi. Ouais. Et C'est à quel du coup, moment que ça se produit par rapport à ton internat? On est à quel mois, quand tu découvres en ta fait, on grossesse? est début janvier. On est, OK. je crois que je l'ai appris, j'étais à 6 semaines de grossesse, et du coup, on est fin janvier. Et effectivement, quand je réfléchis, j'avais eu un mini retard de règles, mais c'était pas enfin, mais en fait, c'est comme je sortais du SIAMU, et cetera, ça me choquait pas du tout. J'avais fait, mes semaines de nuit, et c'est d'ailleurs, avec les semaines de nuit qui m'ont complètement perturbée que je pense, la surprise est arrivée. Mais mais du coup, ouais, j'étais en janvier, et au final, le gynécologue, me dit, «Écoutez, a priori, là, ça serait pour, un accouchement, 18 septembre». Je «Ah d'accord».
Et là, Ça tombe pas tout à fait bien dans mes plans, monsieur. Non, Parce que vous non, me parce dites qu'en ça. septembre, je devais être embauchée là où je suis Oui. actuellement. Mais, mais oui, quand il me dit ça, de toute manière, il y a Thibaut qui est venu avec moi, hein, pour le coup, voilà, on était au début de notre relation, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, mais on avait un mode de vie étudiant. Lui, il était étudiant en coloc avec ses copains, moi, j'étais interne, je finissais mon internat et après, on vivrait ensemble en septembre, dans le Gard, près d'Alès, où je commencerai le poste que j'ai actuellement. Mais c'était pas du tout dans le plan d'avoir un bébé. Et après, effectivement, là, moi, j'ai eu des difficultés en interne à l'école parce que j'ai bien senti que là, j'étais devenue un peu, l'électron libre, enfin un peu différente. J'étais sortie clairement du moule parce qu'en fait, un bébé à ce moment-là, personne l'envisage, mais moi non plus. Qu'en fait, quand j'apprends la grossesse, donc ça c'est je pars de l'école, j'ai jamais loupé un seul jour d'école. Là, je pars sans prévenir personne, mais en fait, je pense même pas à prévenir personne. Je me suis fait gronder d'ailleurs, mais je dis pas: «Je Oui, suis mais désolée». t'étais satellisée, en fait. T'étais Oui, complètement déconnectée, c'est à ce ça. moment-là. Exactement. Et en fait, Thibaut, lui, il me dit à la base, il me dit: «Bah, Manon, c'est pas grave, on en refait un dans un an». Et je dis: «Bah, faut qu'on parle là. Écoute, c'est pas si simple que ça». Ah ouais. Mais je le comprends aussi parce qu'en même temps, lui aussi, hein, je le satellise dans une autre dimension. Il est en coloc avec ses potes, Ouais. il vit la vie d'Orelsan dans sa Sperry, enfin bref, Mmh. on n'est pas et puis on s'aime très fort certes, mais l'amour à ce moment-là, ça fait pas tout. On se dit juste: «Est-ce qu'on est prêt pour avoir un bébé, quoi?» Mmh. Et en fait, du coup, je reviens à l'école, donc en gros, on prend la voiture le vendredi soir, on arrive chez mes parents qui, bon, tout le monde dort, tant mieux parce qu'il fallait pas me parler à ce moment-là. Je pense, enfin, c'est pas qu'il fallait pas me parler à ce moment-là, c'est qu'en fait, ça aurait pas servi à grand-chose. J'avais besoin de parler pendant 5 heures, pas pendant une demi-heure, j'arrive à minuit vendredi soir, Mmh. enfin bref. Et donc on se réveille le samedi matin, nos parents enfin mes parents me disent: «Manon, on sera là pour toi». Thibaut était vraiment dans l'idée de, lui, pour lui, c'était évident qu'on n'était pas prêts et qu'il fallait en refaire un dans un an. Et moi, je lui dis: «Mais Thibaut, tu te rends pas compte?» Et ce que je comprends, c'est enfin, voilà, ça a été des difficultés très fortes en interne, mais on était soudés, quoi. Ouais. Et là, mes parents nous disent: On sera là pour vous, quoi que vous décidiez». Donc ça, c'était le samedi. Le dimanche, le dimanche, on va chez ses parents à lui, qui sont à 1 heure et demie de route, OK. dans l'Hérault. Et ses parents nous disent la même chose. Et en fait, son père presque fait déclencher Thibaut, sauf qu'on a besoin de plus de temps pour se le dire. Son père lui dit: «Si tu penses que tu veux un enfant un jour», ce qui était le cas pour lui, moi c'était sûr et certain, hein, mais lui aussi. «Si tu penses que maintenant c'est la femme avec laquelle tu veux vivre ta vie, écoute, t'as pas d'autres questions à te poser». Et bon, ça c'est facile à dire, hein, quand mais ouais, c'est, je pense, lui qui a été quand même, dans l'esprit de Thibaut, un peu l'élément déclenchant, c'est cette Mmh. conversation qui ressort. Et ses parents nous disent: «Dans tous les cas, quelle que soit votre décision, on sera là». Et en fait, moi, je remonte à l'école, donc pour la petite histoire, on se dit qu'on prend rendez-vous le vendredi, chez un psychologue de couple. On en a pas, on se dit: «On a juste besoin de parler». Et donc Ouais. en gros, je remonte à l'école le lundi, je OK. débarque à l'école le mardi, j'ai la chef de l'internat qui me dit: «Qu'est-ce qui se passe, Manon?» Et en fait, on fait le choix ce jour-là et c'était pour me protéger moi, c'était vraiment pour me protéger. Je dis: «Écoute Thibaut, quoi qu'on décide, moi si on décide de mettre fin à cette grossesse, je vais être effondrée. Je veux pas te dire à je veux que ça reste pour moi. Je veux pas qu'on me juge, donc je vais dire que je suis enceinte parce qu'en fait, déjà je suis en imagerie, donc je suis censée faire des radios toute la semaine et j'ai pas le droit pour le bébé, et j'ai pas envie qu'on me juge si vraiment je reviens, avec un avortement. On me jugera moins qu'avec une fausse couche». Et en fait, je reviens et là, je dis, à tout le monde: «Je suis enceinte», alors qu'on sait pas encore qu'on va le garder. Mmh. Et en fait, là, je me prends donc les réflexions, non, les remarques et les réactions des gens. Et ça a été un peu dur. Ça a été dur, il y en a la plupart devant moi m'ont dit: «Oh mais c'est fantastique», mais moi, c'est super dur à ce moment-là parce que en fait, on me dit: «Ah, c'est fantastique», mais bon, pour moi, je sais pas si on va prendre la décision de le garder ou pas. Alors que je Ouais. crève d'envie de le garder évidemment, mais je sais Mmh. très bien qu'on a des difficultés, réelles, enfin voilà, normalement, c'est faire finir un internat à 8 mois de grossesse, c'est pas évident, quoi. Oui. Hem Et ouais, il y a cette semaine-là qui a été compliquée, vraiment très, très compliquée. Et je sais qu'il y a aussi des réactions en face où en fait, mes confrères internes qui se disent: «Mais qu'est-ce qu'elle fout de sa vie? En fait, elle va ruiner sa vie. Qu'est-ce que» Et ça, je sais que ça a été dit. Et à ce moment-là, moi, il faut que j'en fasse, déjà, je suis complètement satellisée, donc je comprends pas tout, vraiment. Je comprends pas toutes ces réactions, je les vois même à moitié.
Et je sais qu'il y en a, pour le coup, au contraire, qui ont été extrêmement bienveillants, qui m'ont dit, j'avais même pas réfléchi encore à ça. Ils m'ont dit, alors maintenant, écoute, pour ta semaine de nuit du SIAMU, c'est impossible que tu la passes. Donc, je vais prendre la semaine de nuit. Toi, tu feras la semaine de jour parce que tu peux pas faire 19h, 9h du matin debout à 5 mois de grossesse. Ah oui, effectivement, merci d'y avoir pensé. J'étais toujours pas. Mais après, voilà, je sais que j'étais sortie du moule, mais ce que je comprends aussi, mes collègues à ce moment-là, eux, ils envisageaient la résidence, ils envisageaient pas le parcours que moi j'ai envisagé déjà. Alors moi j'avais fait le choix, c'est pour ça que presque il était bienvenu ce bébé. Au contraire, il a même fait tellement bien choisi son moment. Mais moi c'est bon, c'était décidé. J'allais être généraliste. J'avais déjà ma place qui m'attendait. Ouais. Donc ça ne changeait pas ma vie et ça changeait pas mes projets. Enfin si, c'est juste que ce projet-là que j'ai envisagé 2-3 ans après, je l'anticipais. Mais je comprends aussi que mes collègues, typiquement, là, je pense à Agathe qui vient de passer son examen de résidence, de fin de résidence. Elle pouvait pas, elle, se projeter dans une grossesse. Donc, bon, Agathe, elle a été là 1000 fois, elle a toujours été là. Mais je pense que ça a dénoté un petit peu. Mais c'est sûr et certain, j'ai senti que j'avais été un peu j'étais satellisée dans cette expérience. Ouais, c'est sûr que pour des personnes qui n'ont pas du tout le même projet que toi, d'un coup, ta vie, elle prend une direction qui enlève une forme de proximité. En fait, d'un seul coup, tu fais des choix, il t'arrive quelque chose qui fait que t'es plus aussi proche de l'autre et ça se vit. Et du coup, je les comprends et après, j'ai bien vu, voilà, mais et j'en garde. C'est un peu des difficultés. Effectivement, quand on m'a rapporté t'as ruiné ta vie, t'aurais mieux fait d'avorter. Voilà, ça a été des choses qui ont été dures. Mais bon, j'ai fini mon internat. En fait, il y en a même qui ont dit que c'était injuste que j'ai eu le même diplôme que les autres parce que j'avais pas le même internat. Alors qu'en fait, j'ai tout fait comme, il y a juste les deux dernières semaines où, à l'initiative de la directrice de l'internat, ils ont dit, écoutez, maintenant, là, elle a 20 kilos de plus, quoi. Donc, est-ce que on était fin juillet, est-ce que les 2 dernières semaines, ils me les ont banalisées. Donc, les 2 dernières semaines, ils m'ont mis en arrêt de même. Et franchement, ça venait des profs, mais ça, ils m'ont soulagée d'un point énorme. Là, je commençais à clairement physiquement plus en pouvoir. Et au final, ce qui se passe, c'est que je pars de l'internat, je rentre, je rends mon appart. Enfin, en fait, je le rends pas, mais moi, je pars juste avec mon chat et une petite valise et je descends dans le sud où j'ai enfin réussi à trouver une location pour vivre. Et je descends dans le sud et en fait, je me retourne même pas sur cet appartement, quoi. Je me souviens que je rentre dans le bus et que je me retourne même pas et que là, je me dis, bon, allez, c'est bon, tu passes à autre chose et il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Et ouais, et ça, c'était quand même des grosses émotions. Thibaut, lui, il faisait quoi professionnellement en termes d'études? Comment ça s'est passé? Thibaut, alors on a eu de la chance en fait sur plein de choses. En fait, c'est pour ça que ce bébé, au final, il a bien fait d'arriver à ce moment-là, mais on a eu beaucoup de chance. Thibaut, il était en fin d'études, il était diplômé ingénieur agro. Et en fait, il était ingénieur agro sur Lyon et sa boîte a fait un licenciement économique. Sa boîte a coulé et grosso modo pile au moment où on partait. Et en fait, il a profité d'un licenciement économique pour me suivre. C'est pour ça que c'était compliqué d'arriver, de trouver une location. Allô, alors, je suis étudiante enceinte jusqu'aux os, je cherche une location. Mon compagnon est licencié, mais je vous assure que je payerai les loyers. Donc, c'était très rigolo parce que moi, pour le coup, j'étais interne, donc j'avais aucun salaire. Il y avait nos familles qui étaient là, mes parents qui ont toujours été là, etc. Mes parents ont fait les visites des appartements, des maisons pour quand moi j'étais là-haut et que je pouvais pas redescendre juste pour visiter une maison. Et donc, du coup, en fait, la transition, voilà, c'est bien faite. Dans tous les cas, on savait qu'à un moment donné, on allait descendre. On savait que c'était que Thibaut, alors ça, c'était très rigolo, mais en fait, ce qu'on avait décidé avant ça, c'est que Thibaut deviendrait assistant, le temps qu'il trouve autre chose peut-être, mais on savait pas. Il deviendrait assistant à la clinique où j'étais embauchée. Donc, on avait décidé ça. Et donc, en fait, Thibaut, voilà, licenciement économique, il va être embauché à la clinique en assistant. C'était très rigolo. Ça a duré un temps. Ah, il a vraiment fait? Vous avez vraiment fait ça? Ah, c'est ça. C'est là où il y a eu plein de, oui, on s'est mis à vivre ensemble et on s'est mis à travailler ensemble et on s'est mis à devenir parents, tout dans les mêmes mois. Trop Et oui, il est facile. devenu assistant, mais c'était trop rigolo. En vrai, c'était super. Voilà. En fait, c'est juste que tout se passe au même moment. Tout se passe au même moment dans ma vie. Et là, je me dis waouh. Enfin, en fait, je me dis même pas waouh, j'ai pas le temps de me dire waouh. Et donc, je descends, je prends mes clics et mes claques. On a la location, donc bébé doit arriver le 18 septembre. On a la location au 1er août, le temps de faire le déménagement, etc. Au final, je me souviens qu'on n'avait même pas le prénom. On hésitait entre les prénoms, mais on n'avait toujours pas le prénom.
on finit de déménager. Il y a un copain qui dort à la maison pour la première fois. Et là, on se dit, bon, comment on l'appelle? C'était le dimanche soir. Et en fait, on dit, bon, ce sera Marius. Le lendemain, je suis sur les toilettes, en train d'accoucher. Enfin, en train de rompre la poche des os. Et en fait, là, je suis à un mois du terme, quasiment, je suis le 27 août. Enfin, à ce moment-là, on est le 26, mais ça a duré longtemps, l'accouchement. mais ouais, et là, du coup, je dis, bon, voilà, là, je sais que c'est le moment. On y va. Mais du coup, 3 semaines avant, j'étais encore presque à Lyon et j'avais pas encore déménagé. Ouais. Et du coup, c'est ça où ça a été... Ouais. Et ça, je l'ai pas su. Quand je le vivais, il fallait juste le vivre et il fallait juste y aller étape par étape. Mais j'allais devenir maman. Et ça, c'était un inconnu énorme, en fait. Ouais. J'avais mené ma grossesse oui, je pense très bien. J'ai mené cette grossesse. Là, j'étais devenue un peu guerrière. J'avais une force, mais je me sentais décuplée pour protéger ce petit bout qui faisait 6 millimètres quand je l'ai découvert et qu'on me disait peut-être pas. Mais non, je me suis sentie guerrière. Il fallait absolument que ce petit bout qui grandissait en moi, il aille bien. Mais en fait, là, je vais devenir maman et je sais même pas ce que c'est, quoi. Ouais. Ouais. Et ça fait 4 semaines que tu vis avec ton compagnon. Oui, c'est ça. Du coup, il m'avait rejoint, il m'avait pas laissé seule. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Il m'avait pas laissé seule, en fait, complètement sur Lyon. On était à la base à 1 heure de route. Donc lui, après, pendant les dernières semaines, il avait complètement vendu son appartement et vivait avec moi, mais il se tapait 1 heure de route tous les matins, tous les soirs. Mais ça avait rien à voir, en fait. Enfin, on déménage dans une maison. On était à Lyon, on était encore complètement. Enfin, on n'a pas le choix. On avance et là, on n'a même pas le choix d'avancer et étape par étape et il faut déménager, il faut trouver une location, il faut trouver ci, il faut trouver ça. Enfin, alors moi, les filles, je les avais appelées, donc mes patronnes actuelles, les futures associées, je les avais appelées de suite en apprenant la grossesse. J'étais en larmes, elles ont cru que je voulais rompre la promesse d'embauche. Je dis non, c'est pas ça. Mais est-ce que vous décalez l'embauche si j'arrive à compagnie? Elle m'a dit, mais maintenant, ça, c'est un détail pour nous. Oui, effectivement, t'as ta place chez nous et puis c'est tout. OK. Ah oui, donc ça a été, ça faisait partie de mes questions. Ça a été hyper simple de parler avec tes futurs employeurs et aujourd'hui futurs associés de fait que il y avait un petit décalage à prévoir et que peut-être tu travaillais comme tu avais prévu. Parce que je sais pas ce que tu avais prévu en termes de nombre de jours, mais j'imagine qu'en étant maman, enfin, je sais pas d'ailleurs, j'imagine des trucs, mais tu vas nous dire, ça a été facile, quoi. Pour elle, c'était évident et puis Oui, en fait, j'avais prévu d'avoir le mois d'août en off après l'internat, donc juste le mois d'août pour me reposer de cette année quand c'est très physique. Ouais. Et en fait, je les appelle, de toute manière, voilà, ce jour-là, je suis en larmes quand je les appelle, mais en fait, c'est le samedi où j'ai bien de parler à mes parents, enfin, où voilà, c'est le samedi, ça faisait 48 heures que je savais, et en fait, dans nos questions bêtes, il y avait ce côté très pragmatique de qu'est-ce que va être la vie? Est-ce que nos projets vont changer? Et en fait, j'avais besoin d'être rassurée et je les ai appelés en disant, écoutez, je suis désolée, je sais que vous m'attendez normalement déjà depuis bientôt 1 an. Mais je pourrais pas être là en septembre parce que a priori en septembre j'accouche. Je crois que je l'ai dit comme ça en fait. Je pourrais pas travailler en septembre parce que je dois accoucher en septembre. Et je leur dis, je suis au téléphone avec Roxane, je dis Roxane, je suis en larmes et je dis, je sais pas si on va le garder ou si on va pas le garder. Il faut qu'on en parle avec Thibaut, mais j'ai besoin de savoir si ça change quelque chose pour vous. Et sinon, elle dit non, mais ça maintenant tu fais tes affaires. Et non, ça a été très très facile de parler avec les filles. Et heureusement d'ailleurs, mais oui, en fait, elles m'ont dit, il y a aucun souci que tu sois là en septembre ou que tu sois là en janvier, tu as ta place chez nous. OK. Du coup, quand tu as commencé à travailler, Marius avait quel âge? Et du coup, j'ai commencé en janvier, donc c'était un bébé de 4 mois et quelques, quoi. OK. Je me suis dit, je finis mon année, de toute manière, j'ai pas de sous. J'ai pas de congé mater, en fait. Je suis pas salariée, j'ai rien. Donc, j'avais, là, c'est mes parents qui nous ont aidés financièrement à nouveau et le licenciement économique de Thibaut. Ouais. Et en fait, on se dit, moi, je vais finir l'année et je vais commencer à travailler. Marius, il aura 4 mois. Et c'est là où, waouh, c'est le deuxième partie du tsunami, quoi, en fait. Là, je vais devenir veto et je sais pas encore, déjà, quand on m'a posé Marius sur le ventre et qu'on m'a mis en chambre, je me dis, qu'est-ce que je suis censée faire? Mais je pense que je m'en suis bien sortie, hein, mais ça a été un vrai tsunami, un vrai raz-de-marée. Il dormait pas la nuit. Enfin, bref, voilà, j'ai décidé de l'allaiter, enfin,
Mais c'était extrêmement intense, cette émotion-là, là, de devenir maman. Enfin, moi, c'est ce que je dis quand on me pose la question. Quand je deviens maman, je découvre la peur. Et je découvre l'amour et je découvre la peur. Je découvre l'amour parce que je sais que j'ai déjà aimé par le passé, mais j'ai pas aimé comme j'aime mon fils. Et je découvre la peur parce qu'en fait, j'ai une angoisse terrible de le laisser et de mourir. J'ai angoisse terrible de pas pouvoir le protéger. C'est une peur intense. Et voilà. Mais après, ça va, je suis pas morte. Tout va très bien. Donc là, voilà, il y a 4 mois et quand enfin ça s'apaise un petit peu, de toute manière, la grossesse, je me suis sentie enfin physiquement pas épuisée. Je pense que Marius, il avait 1 an et demi. En fait, il avait 1 an et demi. Quand tu t'es vraiment sentie épuisée? Ouais, moi, en fait, tout de la naissance jusqu'à, je dis mais c'est facile, 1 an de Marius. Pour moi, je courais tout le temps contre un corps épuisé. J'étais en permanence de lutter contre quelqu'un d'épuisé, enfin moi. Et ouais, et là, je pense que c'est tout qui retombe, en fait. Et après, du coup, voilà, j'arrive en janvier à la clinique. Ok. Et je découvre une vie à 10 000 à l'heure. En fait, je découvre le métier de vétérinaire. Donc, avec cette envie-là que j'ai actuellement toujours et qui m'a pas quittée, mais du coup, avec mes 5 ans d'expérience de pratique, j'ai beaucoup moins d'angoisse, en fait. Enfin, d'angoisse, c'est que tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus automatique. Alors que quand je commence, j'ai envie de faire bien, j'ai envie d'être dans la perfection. Et en fait, cette perfection-là, pour l'atteindre, elle me demande énormément d'énergie. Donc, en fait, j'ai envie à la fois d'être dans la perfection, je le sais, que je suis un peu comme ça, d'être dans la perfection avec Marius, d'être la meilleure des mamans, mais en même temps, je pars le matin à 8h, je reviens le soir à 19h30, 20h. Je les garde une nuit sur 4. J'ai les week-ends, un week-end sur 4. Et pour le coup, on se fait allumer tout le temps et je suis jamais en train de me poser. Et en fait, et là, à Pont-de-Pont sur la Garonne, je découvre mes allergies, mais j'en suis pas encore consciente. C'est juste qu'en fait, quand je suis au travail, je peux plus respirer et je fais des grosses crises qui sont des crises d'asthme, mais que je sais pas parce que j'ai jamais été asthmatique. Ok. Ça, les allergies, tu découvres ça quand? Parce que la vie, elle t'a mis un espèce de petit condensé de trucs là quand même. On est bien, hein, franchement. En fait, alors ça, je le sais pas à ce moment-là, mais je le découvre mon premier week-end de garde. Donc en fait, je commence le 6 janvier, mon premier week-end de garde où il y a 20 chiens de chasse sur le week-end. C'est le record de la clinique. J'ai des collègues qui étaient venus m'aider, mais j'étais épuisée. Je le découvre parce qu'en fait, je ne peux plus respirer. Je suis en train de faire des crises d'asthme à la clinique et je comprends pas pourquoi. Et en fait, ce week-end-là, alors que j'allaite encore, je fais 8h à minuit, samedi, dimanche, et je reprends ma semaine normalement. Et j'ai ce putain de pourquoi j'arrive pas à respirer, en fait, et je comprends pas. Et c'est avec un peu de temps que j'ai mis en fait, c'est à force de faire des crises ce qui me fait dire que c'était de l'asthme parce qu'en fait, mon compagnon, lui, il en a fait de l'asthme à l'effort. Et donc, du coup, j'ai pris sa ventoline un jour en mode, j'arrive plus à respirer. Et en fait, j'ai respiré à nouveau. Donc, j'ai pas merde. Donc, je vais chez le docteur, je vais chez l'allergologue qui trouve ça très, très rigolo, mais en fait, qui me dit, alors, j'espère que, et elle a tout testé. Et en fait, elle ne testait pas les chiens et les chats parce que déjà, j'ai toujours vécu avec des chiens et des chats. Mais elle a tout testé, tout testé, tout testé. Et en fait, elle disait, oui, alors c'est peut-être le latex, alors c'est peut-être si. En fait, elle essayait de voir tout ce qu'il y avait dans la clinique et il n'y a pas un produit d'entretien. Et quand elle teste, en fait, elle teste les chiens et les chats et c'est ça qui me fait réagir sur ma peau. Elle dit, alors il y a peut-être un petit quelque chose. Je rentre de l'allergologue à la clinique, je fais en larmes, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. Ça, c'était, au final, le parcours pour diagnostiquer vraiment complètement les allergies parce qu'il y a eu une grosse période de déni où j'avais complètement tout abandonné. Et du coup, comme j'ai fait une bronchite surinfectée parce que j'avais sûrement des bronches tellement inflammatoires que à un moment donné, j'ai fini presque, j'avais 42 tempés et j'ai eu une semaine d'arrêt, ce qui n'arrive jamais à nouveau que je sois absente de la clinique. Ouais. J'ai eu une semaine d'arrêt avec des inhalations, un peu d'eau de temps en temps et j'étais en mode, je vais mourir. Pareil, temps de Covid, je suis asthmatique. Et oui. On pense que tout le monde va mourir à ce moment-là. Donc, en fait, on dit, les asthmatiques, ils vont mourir. Ouais, mais là, je suis en mode, non, mais alors, et là, du coup, non. C'est quand? Du coup, c'est quel mois que tu fais cette bronchite et juste que tu vas après déclencher le Ça, c'était après. Mais en fait, le premier diagnostic avait déjà été posé, je dirais, courant je commence en janvier. Mes crises d'asthme, on sait que c'est des crises d'asthme juste avant le Covid. Et donc, pendant le confinement, on m'a mis out. On m'a mis à la maison en mode, tu gardes les enfants, enfin l'enfant. Okay. Et après, c'est avant avec le deuxième confinement. C'était dans cette période-là, c'est novembre, du coup,
je pense 2021 quand j'en fais une très très grosse je dirais 2021 quand je fais une très très grosse crise où là du coup je fais et c'est là où en fait ça fait 1 an et demi que grosso modo je lutte contre cette évidence de je sais que parce que j'avais déjà eu un premier rendez-vous à l'ERCO où elle me dit je pense que c'est les chiens et les chats mais en fait j'ai dit non et du coup mon livre c'est complètement fermé, j'ai fait l'huître et j'ai dit bon allez je retourne au Génial. travail et c'est pas possible d'être allergique aux chiens et aux chats, c'est impossible. T'as ignoré Oui, complètement. ça. Ah ouais, non mais j'adore et il y a aucun jugement là-dedans parce que je vois très bien le fonctionnement du cerveau humain qui dit: «Ah non, ce problème-là, j'y vais non, on va pas le traiter». Exactement, Et du coup, t'as galéré à exactement. respirer au travail pendant 1 an et demi Ouais, avant de dire: «Et là, oui, j'y c'est vais». ça. En fait, je sais pas, enfin, c'est un peu par crise, parce que, bon, le fin mot de l'histoire, c'est que je suis allergique à l'albumine sérique, donc qu'on trouve dans le sang. Je suis la personne qui fait saigner les animaux, hein, on est d'accord? Enfin, on est les vétos, on fait saigner les animaux et cette albumine sérique, elle se trouve partout et en fait, c'est quelque chose, c'est un allergène normalement qui est très peu, qui fait pas faire de grosses réactions. Sauf que moi, OK. comme j'y suis très, très exposée, forcément, au bout d'un moment, le corps, il lutte un peu toute la journée et au bout d'un moment, quand il en peut plus, il fait et donc c'était de temps en temps par crise. Je me souviens de fois où je suis à la clinique à 18h30 où il reste c'est vraiment la fin de la journée donc en fait, mon taux de cortisol, le stress baisse, le taux de cortisol baisse et là, mon corps qui fait foum avec, les yeux qui deviennent lapins myxomateux, tchoum, avec des bulles dans les yeux, les yeux qui pleurent, qui piquent, qui brûlent et cetera et où j'arrive à la maison mais sur le chemin de la voiture, je pense m'arracher les yeux tellement que j'ai mal, j'arrive pas à respirer, ou je file sous la douche. Et je me souviens d'une scène où je suis en pleurs sous la douche. Et là, le téléphone de garde sonne. Et en fait, il faut que j'y aille. Et du coup, je suis encore en pleurs sous la douche, en train de me laver les yeux, à pas pouvoir respirer, et à me dire, bon, ben voilà. Et après, donc, il y a cette grosse crise où je finis, une semaine en arrêt avec antibiotiques, corticoïdes et blablabla, etc., inhalation d'O2 et bref. Et là, je me dis, bon, ben maintenant, t'as pas le choix. Reprends tes rendez-vous. Donc, je retourne chez OK. le pneumologue, je retourne chez l'allergologue. Je vais jusqu'au bout du truc ou je vais jusqu'aux prises de sang. Et en fait, les prises de sang vont me dire, oui, maintenant, tu es allergique aux chiens et aux chats. C'est marqué noir sur blanc. OK. Et c'est l'albumine sérique. Et ça, c'est le deuxième effet qui se coule. C'est qu'en fait, j'attends que l'allergologue me rappelle. Je suis comme un lion en cage. Elle va me rappeler, elle va me rappeler et elle va me trouver une solution. Parce qu'on sait que Ouais. désensibiliser un chien, les allergies chez un chat, c'est compliqué. Mais elle m'a dit, vous êtes véto, donc je vais pas vous lâcher. Vous inquiétez pas. Je contacterai à Montpellier les spécialistes. On va trouver une solution. Et donc, quand je lui demande de me rappeler, parce que bon, j'ai pas de retour, je dis, ben, quelle est la solution? Et là, elle me dit, bah, alors, en fait, l'albumine sérique, ça se désensibilise pas parce que c'est une très, très faible partie de la population qui est allergique à ça. Donc, ça n'existe pas. Les labos vont pas créer des sensibilisations pour des gens, et en plus, deuxième effet, c'est que les gens ne font pas des grosses réactions à cette allergie-là. Mmh. Donc, moi, maintenant, je fais une grosse réaction parce que j'en vois tout le temps et qu'au bout d'un moment, mon corps, à la fin de la journée dit: «Stop, là, il y en a trop eu dans la journée, donc tu réagis». Et donc OK. voilà, donc ça, c'est tout ça dans ce parcours, effectivement. Tu dis le condensé, c'est le condensé des 2 premières années où, mon cerveau, au bout d'un moment, a fait stop et ça n'existe pas, sauf que là, mon corps a dit: «Si, maintenant ça existe, il faut que tu t'en occupes», quoi. Ouais. Ouais, ouais, tu fait une bonne grosse réaction. Mmh. Aujourd'hui, c'est comment pour toi? T'as quoi comme, option pour, vivre ça le mieux possible et continuer à faire Alors, ce job que tu en aimes? fait, ça va. En fait, ça va parce que alors, en théorie, je suis censée prendre mes traitements matin, midi et soir. En pratique, j'avoue que je le fais un peu quand je sens que j'ai été très exposée et que j'ai déjà parce que je suis tête en l'air en vrai, hein, c'est pas un côté juste je suis anti-traitement, pas du tout. C'est que j'ai un côté tête en l'air, et en fait, j'arrive à sentir les journées où je suis très exposée, où du coup je me prends mes antihistaminiques et ma cortisone amygdalée, et cetera. Et il y a certains actes, par contre, que j'ai arrêtés. OK. Typiquement les extractions dentaires, chien-chat, OK. ou les détartrages. En fait, ça me projette énormément de particules, Et oui. dans les voies respi et c'est même pas moi qui ai décidé d'arrêter, hein, c'est qu'en fait, j'en ai fait 3 et enfin les 3 dernières, même en ayant pris mes traitements avant, pendant, en ayant mis des masques et des gants et cetera. En fait, les collègues sont venus me voir, ils m'ont dit: «Maintenant, tu sors de ce chien, tu nous laisses finir» OK. et je m'en occupe et du coup, bah, maintenant, effectivement, j'ai réussi à accepter que je ferai plus d'extraction dentaire, totale sur mes chats Ouais. ici. Mais c'est pas très grave, j'ai une équipe, qui le fait très bien, donc c'est OK. pas un souci. Mais j'adapte et franchement, ça va de toute manière, bien mieux et le taux de fatigue joue aussi dans mes allergies, hein. Ouais. Donc OK. maintenant, comme de manière générale, tout va mieux, mes allergies vont mieux et d'ailleurs, quand je suis en vacances, je fais jamais de crise. Alors que j'ai, OK.
3 chiens sur le lit, 2 chats dans les canapés. Quand je suis en vacances et que tout va bien, qu'il n'y a pas de stress, pas de fatigue, je fais jamais de crise, sauf grosse exception. Mais ça va. En fait, du coup, maintenant, ça va. Mais il y a un moment donné où je me suis dit, adapté. il faut que j'arrête de travailler. Enfin, de toute manière, ça a été un peu dans le packaging. On va sûrement revenir. Mais ça a été dans le packaging. À un moment donné, je me dis, maintenant, il faut que tu arrêtes en fait d'être veto. C'est pas possible. Enfin, tu vas en claquer un jour, quoi. C'était quand, du coup, ce moment où tu as frôlé le burn-out et où il y a eu ce trop-plein de tout? C'était à quelle période? Du coup, c'est l'été 2022. C'est à ce moment, enfin, ça commence au printemps, parce que de toute manière, c'est un sous-jacent. Hein. Mais c'est du printemps jusqu'à automne de 2022, où en fait, cette fatigue accumulée, je suis devenue maman, j'ai appris à vivre avec mon compagnon, et clairement, ça n'a pas été tout rose. Je l'aime d'amour, c'est toujours mon compagnon aujourd'hui. On a un deuxième enfant, mais en fait, je pense quand même de gros caractères, en quelque sorte. Il a fallu composer, hein, en fait, avec. On a appris à devenir un couple qui vit ensemble. On a appris à devenir parents. C'était déjà compliqué, et du coup, il y a cette fatigue de. Moi, j'ai senti cet épuisement physique, mais jusqu'à au moins les 1 an et demi de Marius, elle est un petit peu mieux. Et en fait, quand je vais un petit peu mieux, je me rends compte à quel point à la clinique, moi, je ne vais pas bien. Et où du coup, alors, il y a tout un climat à la clinique, on est quand même en sous-effectif. Il y a un salarié qui n'est pas épanoui lui-même dans cette clinique et qui, en étant pas épanoui lui-même, fait peser une ambiance très, très lourde en permanence et qui m'impacte. Je le sais avec du recul, mais à ce moment-là, je le sais pas, et qui m'impacte énormément, et en fait, qui me met beaucoup de noirceur dans mon quotidien au travail. Donc, en fait, tout s'accumule, tout s'accumule, tout s'accumule. Et à ce moment-là, je me dis, non, mais en fait, je vais partir. Là, c'est printemps où je me dis, je vois une offre dans une clinique qui est quand même à 45 minutes de route, hein, alors que j'avais acheté ma maison et tout. Donc, c'est pour. Enfin, et là, je vois cette offre. Je sais que c'est une clinique sur laquelle j'avais déjà bossé pendant que j'étais étudiante. J'avais été assistante là-bas. J'y vais, et en fait, mon idée, c'est de m'échapper. Vraiment de m'échapper de cette clinique qui m'apporte tellement de noirceur, en fait. Les gardes, c'est un enfer. Je n'ai plus de vie. Là, j'avais pas cet équilibre qui est essentiel. Et cette fatigue en permanence d'essayer de toujours faire bien pour les animaux, toujours les soigner correctement, en fait, essayer de bien se former, d'être bonne pour eux, hein, enfin, de les soigner comme il faut, de leur apporter des soins adéquats, etc. Et cette envie, bon, bref, voilà. Et du coup, s'il y avait trop de fatigue de mon côté, et moi, je fais un entretien, on m'accepte. De toute manière, on est en sous-effectif de point de vue national, donc tout le monde accepte tout le monde, mais bon, bref. On m'accepte, et en fait, j'ai cet électrochoc de me dire waouh, est-ce que je veux vraiment partir? Parce qu'en fait, de toute manière, cette clinique, si je m'associe là, c'est que je la considère vraiment comme un peu mon bébé, hein. Mais c'est mon 3e enfant, 4e avec Thibaut. Mais c'est c'est depuis que je suis là, j'ai jamais eu un rôle attentiste, en fait. Je suis toujours dans là, il faudrait recruter un veto, je vais mettre des annonces partout, je vais faire ci, je vais faire ça. Je suis toujours, à la fois, je parle des animaux, mais il n'y a pas que, en fait. C'est juste, typiquement, le dernier exemple, c'est les rendez-vous en ligne. Ça y est, on a mis les rendez-vous en ligne. Et en fait, ça marche trop bien. Mais allez, on va faire. J'ai toujours essayé d'avoir des idées pour le bien-être des animaux et le bien-être de la clinique. Et du coup, bref, en avril. On revient, si tu veux bien, tu te dis, donc, tu as un entretien d'embauche dans une autre clinique, et c'est une forme d'électrochoc parce que tu te dis, attends, je suis en train d'envisager de vraiment partir de cet endroit où je me suis autant investie. Comment tu fais à ce moment-là, quand tu as cet électrochoc, pour continuer et ne pas aller vraiment au burn-out, à l'effondrement et à tout ce que ça implique, comme arrêt de travail et tout? Et du coup, dans cet électrochoc, je me dis, non, écoute, maintenant tu restes. Et en fait, il y a la communication qui revient un petit peu. La communication qui avait un peu disparu avec Audrey et Roxane, suite aux tensions et à cette noirceur-là qu'on n'arrivait pas à sortir à la clinique, qui revient parce qu'en fait, je vais les voir en me disant, je suis prise ailleurs. Mais elle, les pauvres, parce que mais bon. Elles assistent à ça. La communication revient entre nous, et je sais à quel point c'est des personnes fantastiques quand même. Mais je veux m'échapper, mais en fait, bon, voilà. Et ce qui se passe, c'est que, je dis, tant pis, maintenant, tu quittes pas le bar. Mais je sais pas encore comment me sauver, mais je quitte pas le bateau.
Et il y a l'été qui arrive et je fais notamment une nouvelle rencontre amicale. Et en fait, à ce moment-là, toujours avec dans l'idée de Marius, Marius a été mon porteur. En fait, Marius, tout ce qui était noir, notamment le Covid, parce qu'il y avait quand même eu le Covid à ce moment-là, il y a une image qui tournait sur les réseaux, un petit dessin où on voit la maman qui porte son bébé au-dessus d'une mer. Et en fait, elle est sous l'eau, sous le Covid, virus, masque, machin, et elle a son bébé qu'elle met au-dessus des vagues. Et ben en fait, moi, j'avais vraiment cette impression-là. Et donc, en fait, dans l'été, je me dis, ben, pourquoi tu achèterais pas un poney à ton fils? Il avait 2 ans, clairement, il en avait rien à faire, hein, mais à ce moment-là, je suis tellement dans l'idée de lui apporter du bien-être, et cetera. Moi, je me Oui, dis, c'était que pour ton fils, ouais, c'est ça? ouais, en fait, je voyais que mon fils, j'avais que mon fils. Et dans l'été, il y a cette idée où il y a même un moment donné où même dans mon couple, là, ça va plus, où je me dis, je vais tout quitter. On a acheté une maison dans laquelle on vit même pas encore et que on va la vendre, alors que c'était le rêve de ma vie, cette maison. Je vais trouver un appartement à côté de la clinique. Il y aura mon fils et moi, et puis c'est tout. Et encore, je parle de la clinique, mais il y a un moment donné où il y avait même plus la clinique dans l'idée. Mais et du coup, ben, en pensant toujours à mon fils, je me dis, ben, prends-lui un poney. Et à force de trouver des annonces, je dis, mais maintenant, le poney, c'est ta passion à toi. C'est lui, il a rien demandé, le petit. Donc en fait, arrête de te voiler la face. Fais-toi, réalise ben, un deuxième de tes rêves d'enfant. Achète un cheval. Et du coup, je fais waouh. Mais j'ai cette idée et je regarde, je me dis bon, ben, financièrement, ça passe. Même si je quitte OK. tout le monde, même si je me dis: «Bon allez, je regarde, j'évalue, hein, combien ça OK. coûte et cetera». OK. Et je dis: «Bah, regarde des annonces et visite des écuries». Je visite une écurie, je me dis: «Bah, là, je pourrais m'y plaire». C'est à 10 minutes de la clinique, c'est à pas loin du travail. Ma jument pourrait s'y plaire et mon potentiel cheval pourrait s'y plaire. Et là, je vais voir des annonces OK. et en fait, ma jument, elle me tombe dessus. Je la rencontre, en fait, le jour de mes 28 ans, le 12 septembre. Hem Et en fait, quand je la vois, je dis: «Bah, c'est elle, c'est sûr et certain que c'est elle». Je sais qu'il y a pas encore de truc, parce qu'en fait, il y a pas encore d'accroche, il y a pas cette émotion. Là, j'étais très dans le raisonner, en fait. Il y avait pas cette émotion de le cheval arrive, je fonds en larmes quand j'ai pu fondre en larmes sur, mon classement ou quoi. Là, c'était vraiment très raisonné et très calculé. Genre, j'ai besoin de ça. La jument, elle était très placide, elle en avait rien à faire que je sois à côté d'elle, elle était vraiment dans son truc. Et je dis: «Bon, ben, je te ramène à la maison». Bon, il a fallu un peu plus que ça, mais je te ramène à la maison et je vais m'occuper de toi. Et en fait, à m'occuper d'elle, je partais tous les midis. On a 2 heures de pause OK. à la clinique. D'habitude, j'étais là jusqu'à 13h45 pour avoir une pause de 13h45 à 14h pour reprendre à 14h. À 13h, à 12h05, il y avait plus personne. Manon était partie. Et le soir, c'était pareil. Et donc, j'allais monter tous les midis. J'allais m'occuper d'elle, j'allais juste souffler. Et c'est là où il y a cet électrochoc, où juste pour la première fois depuis 2 ans, je pense un peu à moi. Mmh. Où je m'accorde quelque chose que pour moi et pas pour mon fils, pour mon couple, pour ma clinique Mmh. et pour mon travail. Et c'est la première fois et c'est vrai que, bah, de toute manière, je pouvais pas tout apprendre en même temps, hein. Mais j'ai appris un petit peu à penser à moi quand elle est arrivée. OK, génial. Et voilà. Et donc là, il y a gros électrochoc où, bah, en fait, je pense plus à la clinique. Et après, le deuxième truc qui m'a vraiment aidée, c'est, bon, il y a le départ du salarié qui lui-même était pas épanoui chez nous. Donc, Ouais. et lui, bah, sa noirceur, liée à cette situation pour lui s'en va. Et comme cette noirceur-là s'en va, bah, en fait, à la clinique, on retrouve une communication. Et il y a aussi un autre épisode très, très rigolo, mais que je peux faire en quelques mots, mais on a embauché un véto. On a Ouais. embauché un véto et pour le coup, on a eu peur. Parce que pour le coup, on est tombé sur quelqu'un d'un peu compliqué, qui avait des gros dossiers judiciaires. On le savait pas évidemment, mais vraiment quelque chose de très lourd. Et en fait, bah, tu vois, ça c'est en octobre 2022. Et là, il y a un moment donné où moi je suis là et en fait où je reprends la place que j'avais toujours eue, mais je la prends en disant il faut sauver la clinique cette fois-ci. Et en fait, j'ai mes salariés qui n'étaient pas mes salariés. On est d'accord que c'était mes collègues, mais moi j'ai toujours eu il faut protéger tout le monde. Mmh. Et même les patients. Et il faut que la séparation, le clivage se passe sans problème. Bon, les événements ont fait, pareil, sans rentrer dans les détails, mais que on a eu beaucoup de chance, que l'ordre l'a radié, et en fait, on n'a pas eu besoin de plus que dire bah désolé, tu peux pas, comme tu. Et voilà, mais grosso modo, il a quand même fini en prison, hein. Il est interdit de garde pendant 5 ans. Cette personne, pas du tout liée à ce qui s'est passé à la clinique, à lui personnel, mais voilà, il avait quand même
très gros dossiers qu'on Ouais. ignorait à l'embauche, évidemment. Et en fait, OK. il y a eu à ce moment qui nous a soudés aussi en interne. En fait. Et la communication revient. On rebondit sur cet épisode. Et en fait, c'est là où moi, janvier 2023, c'est ça, hein, on arrive... c'est 2000. Non, c'est peut-être 2000. Oui, bon, bref, voilà. Ça fait 2 ans et quelques, 2 ans et là où moi je reprends complètement. Mmh. Alors, cette histoire, ça doit être, du coup, si ça faisait 2 ans, c'était en 2020. Bon, je sais plus exactement, mais c'était ça. Moi, ça va beaucoup mieux à partir de ce moment-là. Et en fait, c'est 2021. Bon, voilà, c'est 2 ans après le début de ma carrière, quoi. Ouais. Voilà. Trop Là, je bien. rebondis. J'ai ma jument, Ouais. je suis veto et je me plais dans ce que je fais. Je sens que je suis plus à l'aise et que j'ai moins besoin de réfléchir pendant 45 minutes à trouver la meilleure décision pour l'animal. J'ai beaucoup plus d'automatisme. Ouais. Si on fait un avance rapide pour pouvoir aborder quand même certains sujets avant la fin de Mmh. l'interview. Aujourd'hui, c'est quoi les différents projets qui sont en cours de réalisation pour 2025 dans ta vie professionnelle? Du coup, normalement, là, deuxième semestre 2025, moi, je suis plus salariée, je suis gérante. OK. Donc ça, c'est un énorme projet qui apporte énormément de stress aussi, mais c'est pas du stress négatif, c'est vraiment quelque chose que je considère positif. Alors c'est sûr que il y a un côté un peu, je me lance à nouveau dans l'inconnu, mais cette fois-ci, je me lance dans l'inconnu en n'ayant qu'une seule chose à gérer. Ouais. Donc ça, je Trop facile. l'appréhende. Ça va bien se passer par Grave, rapport à ce que tu as vécu en 2020. c'est ça. Mais oui, c'est quand même, voilà, c'est quand même lourd d'implications, de sens, etc. Mais en tous les cas, je suis sûre de cette décision qui est une évidence depuis quand je suis arrivée en Ouais. 2020, on parlait déjà de ça. Alors, Ouais. c'était pas du tout l'idée, c'était pas du tout le timing. Et d'ailleurs, ça a été un gros casse-gueule, en fait, de ce mal-être, de dire, mais attends, tu pensais être associée un jour dans cette maison et tu penses te barrer, là. Mmh. Mais du coup, non, ça, cette décision, c'est quelque chose qui se concrétise aussi. Et là, ça fait 1 an qu'on y travaille dessus. Trop bien. Ça fait 1 an qu'on fait tous ces papiers là-dessus. Donc ça, c'est le gros projet 2025. Trop bien. Et Tu disais en préparant l'interview que tu allais prendre le rôle de gestion du management et des oui. humains dans la clinique. Comment vous en êtes venu à décider ça? Du coup, on passe de 2 à 4 associés. En fait, on est clairement à la fois très similaires, sinon on s'associerait pas, mais aussi différentes sur nos aspects, sur ce qui nous plaît. Et moi, je suis celle qui adore tout ce qui est gestion humaine. Et Ouais. c'est vrai que mes futurs associés, c'est des choses qui des fois les laissent un peu démunis, OK. de se dire bon, comment je vais gérer ce conflit-là, parce que à nouveau, c'est des personnes qui sont d'une grande humanité et qui sont presque qui se basent sur le principe que on est tous dans le même bateau, on s'aide tous, on s'aide tous et on s'aime tous en quelque sorte quand même, hein, parce que cette clinique, c'est un peu le bébé, c'est un peu une famille. On se voit plus nous en interne que ce qu'on voit nos proches. Mais et du coup, ce qui des fois les laisse un peu démunies parfois quand elles voient des tensions qu'elles arrivent à bien gérer. Alors c'est pas que je me sens plus à l'aise, c'est que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pour le coup, j'ai à cœur de me former là-dessus, à me former sur la gestion humaine et comment aider à mieux gérer l'équipe, à mieux les OK. accompagner, à mieux les driver, à mieux... Ça me tient vraiment à cœur pour qu'il y ait du bien-être, en fait, de la part des associés, parce que du coup, Trop elles ont bien. pu souffrir des fois de cette situation, et des OK. salariés. Mm. Génial. Trop bien. Ça me parle, hein, parce que c'est exactement le genre de sujet sur lesquels moi je travaille. Donc, Oui. je trouve Et ça oui. génial et ça me fait du bien d'entendre qu'il y a des jeunes qui sont motivés. Enfin, je dis jeunes, t'es un petit peu plus jeune que moi, mais en tout cas, qu'il y a dans les jeunes générations, les personnes qui sortent, des gens qui ont vraiment cette appétence-là. Et il y en a pas Oui. que dans ces générations, mais je trouve ça très cool, en tout cas, de Oui. t'entendre motivé par ça et d'avoir l'envie de te former, l'envie de faire bien les choses et Oui, puis c'est prendre avec du temps. clairement. Parce que c'est un vrai job, le management, ça Oui. prend vraiment du temps, quoi. Oui. Donc ça, Donc, je vais découvrir. OK. J'y suis déjà super sensibilisée, évidemment, et j'ai déjà un peu Ouais, ce rôle-là, d'être beaucoup dans la communication avec tout le monde. De trop toute bien. manière, ça va pas changer grand-chose à ma vie, hein, le fait d'être Ouais, associée, hein, ça va rien changer du tout. Parce que j'ai déjà ce rôle-là depuis un moment, en vrai. ouais. Mais ce rôle-là, il sera légitime après. Oui, c'est ça. Mmh. Tu parles du fait que vous passez de 2 à 4, ça veut dire que vous êtes 2 à vous associer en même temps?
Oui, c'est ça. Donc, en Ok. fait, il y a Brianne qui s'associe avec nous. Ok. Brianne, elle faisait partie de la promo de mes poulottes et moi, je suis arrivée en janvier 2020 et elle est arrivée en juin Ok. 2020 parce que je l'avais appelée quand j'ai vu son CV. Je dis, bah, je vais l'appeler, je la connais. Je l'ai Ok. embarquée dans dans mon bateau. Et Ok. elle aussi, elle a eu des moments, un parcours différent, mais elle aussi, elle a eu des moments de doute. De toute manière, elle est partie de la clinique complètement un an. Ok. Mais elle gardait un carton ici pour faire de la rurale, nous dépanner, mais elle est partie parce que ça n'allait plus pour elle aussi, en fait, au même moment hein, que moi. Elle est revenue plus que jamais déterminée. Donc voilà, on passe de 2 à 4. Et Brigade, typiquement, elle est tout ce qui est bien-être dans l'équipe, c'est pas qu'elle s'en moque, loin de là. C'est juste que c'est des choses qui, pareil, la laissent très, elle sait pas comment le gérer, ces problèmes-là. Ok. Et elle veut être beaucoup plus dans les papiers, qui moi ne suis clairement pas du tout très bonne là-dedans, dans les papiers, etc. C'est pas mon dada. Donc je sais que elle va m'amener au rendez-vous, elle va me dire tu signes là, je lirai quand même, mais mais voilà, on est vraiment complémentaires en fait. Et ça Trop bien. sur l'équipe de 4 qu'on va former, et ça me fait, je suis fière de ça déjà, alors que c'est déjà un peu le cas. C'est le statut qui est pas, mais je sais qu'on est vraiment une équipe complémentaire avec vraiment des sensibilités qui nous sont propres et, et avec une confiance ensemble. Donc, je pense qu'on peut faire que des belles choses, vraiment. Trop bien. Et vous êtes une équipe de combien en tout? Donc là, il y aura, si on se projette au deuxième semestre, il y aura 4 associés. Et Ouais. combien de Et salariés? du coup, actuellement, au deuxième semestre, en fait, là, on est 8 en tout et tout, donc on a 4 salariés plus nous 4. Ok. On sait pas exactement, on aimerait réussir à garder ces 4 salariés-là parce qu'elles sont super. Ok. On va voir si on y arrive. On aimerait bien. Sinon, on sera trop au niveau des chiffres, en fait, hein, tout simplement, on aimerait être au quotidien en temps plein 6 vétos, 6 à 7 vétos. Pour Ok. le moment, on a l'activité pour ça, en fait. Ok. Ça marche. Et Après, en on va ASV, voir. vous avez combien? On a une apprentie et on a, du coup, on est 8 ASV dont notre apprenti avec notre agent d'entretien Ok. qui change là ce sera pas le même 1er avril, mais avec un agent d'entretien pour le ménage. Ok. Voilà. Et vous êtes sur une structure, du coup, on n'a même pas vraiment trop regardé ta carrière veto Mmh. dans le détail, mais vous êtes sur une Oui. structure, j'ai entendu parler rurale, donc ça veut dire que vous êtes sur de la mixte? Ouais, pas énormément, mais en fait, Ok. dans notre région, on n'a pas, c'est pas une grosse région de rural, mais Ok. dans la région, on est, on va dire, ceux qui en faisons quasiment le plus. Ok. Donc on a un petit peu, enfin, on a tout ce qui est petits ruminants et on a quelques élevages bovins. Ok. Et moi, pour le coup, pareil, s'il faut dépanner, s'il faut y aller pour faire des choses, mais en général, c'est pas moi qui m'en occupe parce Ok. que je considère que je suis meilleure ailleurs Ouais. et qu'il y en a qui sont meilleurs que moi pour faire ça. Donc oui, on a un petit peu de petits ruminants. Et après, c'est très généraliste mais en fait, on essaie d'aller loin. On est généraliste, mais on se forme tous. C'est-à-dire là, ben moi, je suis en cours de formation, j'ai envie de me développer dans le comportement. Mmh. Brianne, elle a fait Nutri Physio, Nutri Patho, donc elle est formée en nutrition. Ok. Roxane a fait la VTAO d'ostéopathie. On a Morgane en salarié qui a fait l'IMAOV en AQ. Ah, Et en fait, génial. c'est ça en l'entretien. Il y a Béné qui est qui fait beaucoup d'imagerie et qui est notre rayon de médecine interne, donc qui se forme avec Improve International, etc. Donc en fait, Ok. on essaie d'être complémentaires. Ça, c'est sûr et certain qu'on l'est, et de se former un petit peu au quotidien. Et on aimerait bien, voilà, développer un petit peu. On a un chirurgien bordé qui vient en itinérant, donc on arrive à faire des grosses chires à la clinique, Mmh. à les faire faire. Donc ouais, on a vraiment un travail généraliste qui va quand même un peu loin. Quand il y a besoin d'en Ouais. refaire, en général, au CHV à Languedocia. Ouais. Et moi, ça, c'est ce que j'adore. C'est vraiment le fait de faire un vaccin, de parler avec les propriétaires, de connaître le chien. De toute manière, je les vois arriver, mes clients, mes petits chiens, je connais leur tempérament. Enfin, et ça, Mmh. j'adore, ça me tient. Et je sais que je peux aller loin quand même dans mes examens complémentaires et dans ma recherche quand il y a une maladie, et dans ma prise en charge. J'arrive à aller quand même assez loin. Et Trop quand bien. j'arrive plus, bon, bah, il y a Languedocia, mais Ouais. c'est ça, cette clinique-là, ce format de clinique-là, pour moi, c'est mon format, pour moi, à titre personnel, c'est mon format rêvé. Parce qu'on a ce côté proche de la clientèle qui, moi, me tient vraiment Ouais. à cœur. Ouais. J'aime beaucoup enfin, cet accompagnement humain Ouais. et le suivi des animaux. C'est vrai que si j'avais fait que de la chire ou que des vaccins ou j'aime bien un petit peu toucher à tout. Je suis très comme ça. En fait, de toute manière,
Là, tu peux rebondir sur la star, si tu veux. Mais de toute manière, en général, quand on me donne un défi, bah, je dis oui, allez, chaud, on y va. Et bon, par contre, je prendrai pas de risque pour l'animal, jamais. Mais Ok. bon, Tu aimes les défis. C'est quoi le rapport oui. entre aimer les défis et être veto d'une star, Manon? Parce que j'avais bien pensé que je voulais qu'on en parle, mais vu que tu Eh l'amènes ben, sur un parce qu'en plateau. fait, ce jour-là, on vient me voir et on me dit, je suis à la clinique. On me dit, Manon, j'ai un souci, il faut absolument que tu appelles Collard. Donc, c'est notre chir itinérant qui est bordé de chiens. Et je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Oui, au téléphone, je crois que j'ai Julien Doré. Ok. Et son chien, il a un ligament croisé. Il faut absolument qu'il voit un spécialiste. Et là, il part en concert. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et en fait, moi, mais nature peinture, je réponds, mais il va pas avoir Collard. Enfin, on va faire une consultation normale, comme pour tout le monde. Hmm. Et derrière, s'il y a besoin de voir Collard, eh ben, on verra Collard. Mais en attendant, on va faire juste une consulte normale. Hmm. Et en fait, effectivement, c'est là où et là, tout le monde m'a regardé un peu avec des grands yeux, ronds comme des billes, en mode, mais t'es taré? C'est Mais ça, Julien Doré. voilà, c'est Julien Doré maintenant. Et moi, je suis en mode, oui, mais je sais pas, on n'est pas nuls, les gars. Une boiterie, on sait la gérer. Ouais. Et si c'est un ligament croisé, on sait le diagnostiquer et on l'enverra à Fabien. Et du coup, oui, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Mais en fait, en général, on me dit, tu veux faire ça? Et moi, je dis, bah attends, je vais regarder. Bah allez, vas-y, j'essaie. Hmm. Et toujours dans le bien-être animal, toujours en faisant bien les choses, etc. Mais ces défis-là au quotidien, en vrai, moi, je me régale de ça. Et ce jour-là, j'étais nature peinture. Oui, il y a Julien Doré qui va venir. Et ça, voilà, alors là, ça, on a beaucoup, beaucoup ri la première visite de Julien. Et c'était génial parce que, donc, je me dis, bon, il est très, très humain. Il est très accessible. C'est vraiment une belle personne, Ouais. mais qui nous met quand même un petit peu la pression quand on ne connaît pas, parce qu'on se dit quand même que c'est Julien Doré. Ben oui, c'est con, hein, mais il y Euh, a un nom comme ça fait oula, on se sent un peu oui, rouge, il y a une petite c'est ça, excitation, il y a quand même quelqu'un de connu qui arrive, exactement, ça fait, on n'a pas l'habitude en fait. exactement. Et ben du coup, pour me donner un peu de courage, la veille, j'ai été me coucher. Le matin, pour me donner un petit peu de courage, je me suis un petit peu maquillée et j'ai préparé mon bureau. Il était propre. Je dis bon, ben c'est bon. Et moi, j'étais de chez ce jour-là, donc j'étais au bloc et en fait, je regardais qu'il arrive, quoi. Et on le voit arriver et là, tu n'imagines pas la scène derrière où tout le monde a couru, tu sais. Là, tu vois les pions où bref, tout le monde s'entrechoque et moi, je regarde ce et je dis non, les filles, ça va aller. Il est là et donc j'avais dit à l'assistant qui était d'accueil, je dis alors, tu l'accueilles quand il arrive et tu le mets dans mon bureau parce que il est très humain, mais juste il a pas trop forcément spécialement envie d'être en salle d'attente, euh, ben juste pour se préserver, quoi. Ouais. Il arrive et dit: «Oui, vous avez rendez-vous? Oui, à quel nom? Au nom de Doré. D'accord, je vais se patienter en salle d'attente» et moi, je vois cette scène de loin et tu Hmm. sais, c'est fast pace, donc je prends ma main, je fais: «Mais non», bam et du coup, je me retourne, je dis: «S'il vous plaît, Mégane, est-ce que tu peux aller, juste mettre Julien Doré dans mon bureau, s'il te plaît?» et en fait, elle me regarde, je dis: Je dis: «Bon, OK, j'y vais» et donc j'y vais naturellement. Je dis: «Bonjour, on y va?» et je l'installe de suite dans mon bureau. Et le ton est donné. Je lui dis enchanté Jean-Marc en m'adressant à son chien. Il me dit ah mais vous aussi vous vous appelez Jean-Marc. Ok. Et là du coup tu souris, tu dis bon ça va aller. Et mais après je le connais pas. Alors il y avait un côté très rigolo, c'est qu'en fait t'as l'impression de connaître la personne qui est en face de toi. Hmm. Et du coup t'as l'impression de tu sais d'être avec un pote en fait, mais lui Ouais. te connaît pas. Donc je me dis que ça doit être dans son quotidien. En plus Ouais. c'est pas vrai, tu le connais pas vraiment. Tu connais ce que tu en sais officiellement, mais Ah oui. et du coup, j'avais trouvé ça très un peu déstabilisant. Ça de toute manière, c'était déstabilisant d'être face à lui parce qu'il y a voilà, il y a quand même ce côté, bah, c'est Julien Doré et déjà que le chien de Monsieur Tout-le-Monde, j'ai envie de le soigner correctement. J'ai encore plus envie de soigner, celui-ci, même si ça reste légitime, quoi. C'est vraiment un côté, j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de bien le soigner. Ouais. Surtout que son chien adore me mettre des défis sur lesquels je n'arrive pas à mais bon, son chien est adorable, mais c'est vrai qu'entre lui et sa sœur, il y en a un des 2 qui aime bien les maladies un petit peu, originales. Parce que il en a deux, c'est ça? Oui, c'est ça, il a le frère et la sœur, qui étaient les 2 seuls dans la portée et qui sont vraiment des membres de la famille pour lui, quoi. Ok. Et voilà et du coup, bah, il y a cette consultation, et en fait, ce jour-là, comme je suis encore, c'était avril 2022 Ouais. et c'est cette période où j'ai envie de crier presque, «Oui, c'est pas juste. Toi, imagine, tu as,
t'as plus de voix. Moi, c'est pareil. Là, je suis allergique aux chiens et aux chats. Julien, soigne. Enfin, est-ce que je peux te confier tous mes problèmes, Julien? Tu sais, tu as l'impression de le connaître quand tu rencontres. Et Ok. parce que tu sais que ça fait partie de un peu de ton quotidien quand même. C'est une star qui fait partie de ton quotidien. Donc, tu as l'impression de voir un copain. Et c'était, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un de très, très sympa. Et, il fait partie enfin, ses chiens et lui font partie de mes petits patients où moi, j'ai Ok. vraiment, et je sais que je rentre le soir des fois en me disant, pour lui comme pour d'autres, hein, attends, mais là, la dernière fois, il a fait ça et tu penserais que, voilà, dans cette idée un peu de perfection, d'améliorer, de prendre en charge, de dire, attends, ça, je vais penser à ça pour un tel, ça, je vais mais ça, c'est pour tout le monde. Et lui, effectivement, fait partie de ceux que je connais quand même maintenant bien. Ça fait 2 ans, 3 ans Oui. que je les suis et que j'ai une vraie affection pour eux. Donc, Ok. Et, euh, et Manon, quand même, ça me semble très important. Comment va Jean-Marc? Après cette première consulte, tu vois, parce que j'entends bien qu'il s'est passé plein de trucs et on va pas faire tout l'historique du chien parce que Julien Doré n'a peut-être pas envie qu'on parle de Jean-Marc de manière trop détaillée. Mais est-ce que c'était un croisé ou c'était pas un croisé cette première non, mais consulte? n'importe quoi. Du coup, il a fini à Languedocia avec nos confrères, mais qui étaient très contents de le recevoir aussi. Mais non, c'est une boiterie. Et tu sais, tous les chiens qui ont 4 ans, il avait 3 ans à l'époque, Jean-Marc, qui boitent, tu les mets sous anti-inflammatoire et ça passe. Et puis c'est fini. Mais non, Jean-Marc, c'était pas ça. C'était en fait un ménisque avec une atteinte partielle. Mais en gros, ça a fini à l'IRM. J'en connais pas beaucoup des chiens qui boitent à l'âge de 3 ans qui finissent à l'IRM Eh en oui. spécialiste. Mais je l'avais montré à Fabien. Enfin, moi, pour moi, il n'y avait pas de ligament. Fabien m'a dit non, il y a une douleur au ménisque. Les AINS, ils ont rien fait du tout. Donc, enfin, si, ça le soulage, mais c'est pas pérenne, en fait. Ouais. Et derrière, voilà, Jean-Marc, ça fait partie des maladies originales qu'il est capable de me faire. À chaque fois, voilà, il il met des bâtons dans les roues, c'est sûr et certain. Il me voit, il fait la fête. Et après, quand il voit que je vais faire quelque chose, il déguerpit, il n'existe plus. Il est vraiment très très gentil, mais voilà, non, ce n'était pas un ligament croisé. Et donc là, voilà, Paye, t'es au début de ta relation de client, de veto client, et là tu te dis bon, il doit penser que je suis une branquignole, que je suis nulle. Mais non, je pense pas qu'il pense ça de moi. En tout cas, j'espère pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a Bah, je une vraie pense qu'il a d'autres confiance. options, que si vraiment il était pas content, il serait allé ailleurs, Julien Doré. Oui, oui, non, oui. Et puis, du coup, il a rencontré Languedocia, il a rencontré. Oui, oui, Trop oui. bien. Bah, c'est trop rigolo. Merci d'avoir bien voulu nous partager ça. Moi, je trouve ça vraiment ça fait partie des trucs un peu originaux dans nos vies qu'on peut Oui, avoir comme ça de, bah oui, j'ai discuté avec une personne qui est une star et qu'en fait, beaucoup de gens connaissent et très peu de gens vont vraiment contacter, de ouais, c'est manière ça. intime parce que quand tu t'occupes de l'animal de quelqu'un, il y a une relation, qui a une forme d'intimité, en fait. Et Parce que oui, tu le vois inquiet, tu le vois oui, potentiellement, exactement. pas sûr, il y a des émotions qui sont vécues, c'est pas juste quelqu'un qui fait le show sur scène, quoi. Donc, Non, et c'est justement, chouette. et en fait, c'est quelque chose, de toute manière, ça, je pense qu'il le sent très bien, mais je les ressens complètement, ces inquiétudes. Mais c'est pas que lui, hein, c'est pas Julien Doré. Ça, c'est moi, les inquiétudes de mes patients et Bien sûr. des parents des chiens et des chats et des chiens, je les ressens et je pense que c'est, quand tu parles de ce qui m'anime, etc., c'est effectivement, quand on parle du soin, je pense que cet aspect-là du soin, il me passionne vraiment. Et Ouais, quand je le reçois et que je le sens inquiet, c'est pas juste parce que c'est Julien Doré, mais oui, ça me travaille de le sentir inquiet. Et du coup, il y a cette relation d'intimité qui se crée où des fois, que ce soit avec Julien Doré ou avec quelqu'un d'autre, on rentre dans le bureau, on est enfermé dans le bureau, il y a que nous. De toute manière, enfin, tu le sais, moi, les gens, ils me racontent leur cancer, ils me racontent ouais. leur fausse couche, leurs problèmes. Et en fait, enfin, ça m'arrive des fois d'avoir la larme à l'œil avec le client et je pense qu'ils savent que je suis comme ça et que c'est fait aussi partie de ce qu'ils aiment dans ma relation avec leurs animaux. Mmh. C'est qu'il n'y a pas que l'animal, Ouais, il y a l'humain. Et ouais, des fois, je sens que ma salle de consultation, c'est une bulle. C'est un ouais, peu une bulle imaginaire qui se crée entre ce trépied, le propriétaire, l'animal et moi, où il y a quelque chose qui est un peu irréel qui se crée. Ou des fois, j'ai des confidences où je sens que la personne, il y a une histoire magnifique. Enfin, ça me fait penser à ça, je rebondis, mais il y a une histoire magnifique où la dame, elle vient juste pour un vaccin. Et je sens qu'il y a quelque chose, enfin, je sais pas, il se crée à nouveau dans cette bulle imaginaire une relation super intime entre elle et moi, cette dame.
et où en fait elle m'explique que ça fait des années qu'elle est en procédure pour avoir des enfants, qu'on lui a on s'est rendu compte qu'elle était stérile. Et en fait, elle me confie qu'elle est en parcours d'adoption. Et ça me fait des frissons de t'en parler encore. Mais elle me confie qu'elle a un parcours d'adoption et que c'est très dur et qu'elle a adopté ce chien et qu'elle fait beaucoup de parallèles avec peut-être la future adoption qu'elle aura. Et tu sens que cette dame, elle me dit des choses et que je suis une oreille à ce moment-là pour elle. Et quand elle part, il y a un moment donné où tu sens que bon voilà, la bulle va éclater, on va tous retourner dans mon quotidien, dans nos quotidiens, et on reprend nos habitudes. Et cette dame, elle m'a marquée. Et ben 1 an après, à un moment donné, on me dit oui, il y a une dame qui veut te voir. Et je te jure, c'était 1 an après. Et en fait, euh, je sais pas pourquoi, quand on m'a dit ça, je savais que c'était elle. Et elle est arrivée, elle avait un bébé dans les bras. Et en fait, ça me fait des frissons d'en parler. Et en fait, cette dame, j'étais enceinte quand elle m'avait parlé de tous ces problèmes. Okay. Et forcément, ça avait résonné en moi. Mais quand elle arrive avec son bébé dans les bras, je te jure, et en fait, elle vient me le dire. Juste, elle vient me le dire, et il y a eu quelque chose d'irréel qui s'était construit, ce moment intime. Et quand je la vois avec son bébé dans les bras, et maman, c'est un bébé de qu'elle en fait, 1 semaine ou 2 après notre consultation, on l'a appelée. On l'a appelée et elle y croyait plus. Et elle avait un côté vraiment où pour elle, ça commençait à être très lourd. En fait, ça a dû créer des vraies souffrances qui prenaient trop de place dans sa vie. Et elle m'a dit: «Je suis sûre que c'est aussi grâce à vous». Alors qu'en vrai, on est bien d'accord que j'ai rien fait ce jour-là. Oui. Mais en fait, elle dit: «Cette conversation, je me suis jamais confiée à personne comme, je vous ai dit tout ce que je vous ai dit. Et je sais que vous m'avez fait un bien fou ce jour-là». Et en fait, 2 semaines après, on l'appelle, on lui pose plein de questions, et en fait, on lui pose des questions, et elle pense juste qu'on lui pose des questions pour savoir ce qui se passe, en fait, où elle en est dans sa «Oui, et votre, ah, et vous avez quoi comme projet?» «Bah là, on voudrait faire un voyage». Et en fait, on lui dit: «Mais ce voyage, vous pouvez le décaler, vous pouvez». Et en fait, on lui dit: «Ben, en fait, on a un bébé pour vous». Et là, je crois que on est le lundi, et le mercredi, elle va le voir, elle est maman, et le vendredi, elle est à la maison, quoi. Donc c'était fantastique. Tu vois, J'ai les larmes aux yeux aussi, la gorge toute serrée. C'est genre: «Oh, c'est beau!» mais voilà. Mais oui, mais tu vois, ce qui m'anime, c'est ça. C'est vraiment, il n'y a pas que l'animal. Et effectivement, des fois, quand je suis avec Julien Doré ou avec Madame Durand, eh ben, il y a ce truc-là et mes clients, ma relation en clientèle, parce que je sais que j'ai mes clients qui passent avec moi, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait. C'est mon métier. Déjà, je sens que je fais du bien aux animaux quand ils viennent et qu'ils me disent «Oh, mais qu'est-ce qu'il est mieux?» Mais alors, moi, j'ai un pris la part du marché. Et cette relation des fois de confiance où je sais très bien que, à la rigueur, je vais même pouvoir dire une énormité. Ils vont dire: «Oui, oui, il y a aucun souci». Il y a une relation de confiance qui a un lien qui est précieux, qui est inestimable, vraiment. Enfin, Trop moi, bien. ça fait partie de ce que j'ai réussi à construire. Mais c'est au moment où j'allais pas bien, je le recherchais aussi. J'ai été toujours comme ça. Mais enfin, ça m'a tellement coûté à un moment donné qu'effectivement, cet aspect-là, il a failli à un moment donné me faire partir dans l'autre, enfin, trop loin, quoi. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est bon. J'ai un peu d'expérience pour Ça y est, tu arrives à cadrer. cadrer. Trop bien. J'ai un petit peu d'expérience pour arriver à cadrer. J'ai un petit peu d'expérience pour réussir à faire en sorte que Madame Michu, elle va me parler de choses des fois graves, et que je vais rentrer le soir en réussissant à être avec Ninon, à être avec Marius, et à cadrer vraiment plus, et voilà, à garder mon temps perso qui est précieux. Et ça, je pourrais pas le remplacer de toute manière. Ce temps, il faut que je sois là avec ma famille dans mon temps personnel. Parfait. S'il y a des gens à l'issue de cette, interview qui veulent te contacter, comment est-ce que ce serait le mieux pour toi qu'ils le fassent, si tu es d'accord, bien sûr? Ça serait plus par la voie professionnelle, parce qu'en perso, je suis des fois un peu tête en l'air. Donc plutôt par la clinique OK. vétérinaire des Espinaux. Il y a le mail, il y a le Facebook, il y a les réseaux, bref. Ça, ce sera avec plaisir. Et après, enfin, c'est juste que des fois, j'ai un côté tête en l'air qui fait que je vois un message, je dis: «Ah, il faut que j'y réponde absolument», et j'oublie un petit peu. Et c'est pas du tout dans l'idée de Bienvenue! snober. Voilà. Mais c'est plus dans l'idée de, bah, voilà, de petits OK. soucis, mais voilà. Ouais, super, mais au moins c'est clair et ils savent comment faire, et on fera en sorte qu'il y ait les coordonnées, hein, sur la page du podcast. Du coup, je te propose, qu'on arrive à la dernière question de ce Oui. podcast, et pour ça, on va faire un petit saut dans le temps un peu plus long que celui que je te proposais tout à l'heure, en allant, sur, la fin de ta carrière, que ce soit Ouais. de la retraite ou que ce soit un choix d'arrêter, peu importe comment tu l'appelleras. Mais si tu te projettes à ce moment-là, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire, en regardant la carrière que tu auras menée? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir dire sur ma carrière? Ouais.
j'aimerais pouvoir dire que je suis fière de moi, en vrai. Et actuellement, c'est chargé par d'émotions, mais ouais, je pense que actuellement, je pense pouvoir être fière de moi et de ce que j'ai fait jusqu'à présent, et j'espère pouvoir continuer là-dessus. En fait, rester droit dans mes baskets, rester fidèle à mes valeurs. C'est très bateau presque, mais non, vraiment rester fidèle à mes valeurs, rester droit dans mes bottes, j'espère que je perdrai jamais ce que je te dis qui m'anime là, cette flamme que je ressens en fait avec mes patients, avec mes animaux, avec dans ma vie quotidienne aussi, dans mon temps perso. Là, on a parlé beaucoup de travail, mais cette flamme-là qui, des fois, me fait faire beaucoup trop de choses et me fait courir contre le temps. Mes journées devraient faire plus 48 que 24 heures. Mais en fait, cette flamme-là, où je suis toujours dans des projets, voilà, là, à la maison, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Enfin, à la clinique, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, en restant fidèle à mes valeurs et en restant humaine avant tout. Vraiment, je veux rester proche des valeurs humaines, proche de ne jamais prendre la grosse tête, ne jamais être. Je veux être fière de tout ça. Je veux rester droite et fière de moi. Trop bien, merci. C'était un magnifique mot de la fin, Manon. Merci beaucoup pour ta confiance. C'était très chouette de prendre ce temps d'échange avec toi. J'ai adoré entendre toute cette partie de ta vie. Merci de l'avoir partagée avec nous. Écoute, je t'en prie. C'était un grand plaisir. En vrai, je sais que il y a des côtés très rigolos dans mon parcours a posteriori parce que tout s'est bien passé, etc. Mais en fait, il y a eu quand même des difficultés. Moi, ce que j'ai un peu dire aux autres, c'est à tous ceux qui sont des fois dans des difficultés, faites-vous bien accompagner, à la fois d'un point de vue proche, peut-être d'un point de vue professionnel aussi, des soignants qui peuvent nous aider. Mais voilà, soyez accompagnés, ne restez pas seuls dans vos détresses, ne restez pas seuls dans des fois vos difficultés. Et en fait, moi je dis souvent, et ça c'est vrai, à des copains, etc. Derrière, il y a pas d'arc-en-ciel sans pluie, on est d'accord. Ben moi je pense vraiment que tout ne se fait pas de manière simple. Qu'actuellement c'est vrai que là maintenant de suite, 19 mars 2025, ça va dans ma vie. Je sais qu'un jour, il y aura peut-être d'autres nouvelles difficultés, mais voilà, il faut être accompagné, se faire aider par les choses qui nous parlent à nous, en fait. Pas forcément par les gens, mais ma jument, ça a été ce qui m'a aidée vraiment. Là, les ruches et les abeilles, c'est aussi une autre activité qui m'aide vraiment à être moi et à rester moi, et voilà. Génial. Merci beaucoup, Manon. Je te souhaite une très belle suite, de bien t'éclater dans tes projets. Oui. Et je souhaite à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs une très belle fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.